dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as certainement déjà vu dans le titre, on va aborder justement la 3e épisode pour parler de l'alternance et de mon expérience. Donc dans cet épisode, je vais te donner un petit peu mes conseils. Alors des pour, des contre, pas vraiment, mais en gros, qu'est-ce que j'estime être intéressant à mettre en place avant et pendant que tu accueilles quelqu'un, et également voilà, mon retour d'expérience, etc. Disclaimer dès le départ, ce que je vais dire dans cette vidéo va découler de mon expérience que j'ai eue avec Tristan qui est venu chez moi pendant 10 mois. Peut-être que d'autres personnes qui ont accueilli des alternants ne seront pas d'accord avec certaines choses que je vais dire. Je pense que pour une grande partie, on aura des consensus, mais il y a peut-être des éléments sur lesquels tu pourrais ne pas être d'accord ou d'autres personnes. Et c'est comme ça, c'est normal, c'est mon avis, c'est totalement subjectif. Donc je te donne mon retour d'expérience pour voilà, que tu saches un petit peu comment moi je l'ai vécu, qu'est-ce que ça a changé pour moi et quels sont les conseils que je me donnerais entre guillemets à moi-même si je devais accueillir un ou une alternant d'ici peu ou d'ici même quelques années, si je devais y réfléchir. Bon, je pense qu'avec ce disclaimer, c'est ok, on va pouvoir y aller et rentrer justement dans le vif du sujet. Donc j'ai des petites notes sous les yeux, donc si tu me vois lire, c'est normal, je vais essayer de ne pas oublier ce que j'ai noté, peut-être qu'il y a des choses que je vais rajouter, etc. Mais j'ai fait une liste des grandes étapes, des grands points que j'estime importants, notamment avant que la personne arrive et quand la personne est là. Avant que la personne n'arrive, donc avant que l'alternant n'arrive dans ton entreprise, avant qu'il soit là, tout simplement, j'ai plusieurs points que je trouve importants. Déjà, le tout premier, c'est très simple, c'est de poser toutes les questions qui te passent par la tête. Si tu te dis à un moment, ouais mais la question elle est stupide, ouais mais l'école elle doit avoir l'habitude d'en avoir marre de répondre à cette question-là, l'alternant n'a peut-être pas la réponse à la question que je me pose, etc. On s'en fiche. Si tu as une question, tu la poses à l'alternant, tu la poses à l'école ou tu la poses à ton OPCO. N'aie pas peur. Moi je sais que j'ai eu des échanges avec l'OPCO, ça s'est très bien passé, ils ont été très compréhensifs, surtout qu'ils savent que c'était mon premier alternant, donc voilà, moi j'avais plein de questions. Pose-les aussi à ton comptable, n'aie pas peur de solliciter ton comptable si tu en as un, de lui poser des questions. L'école aussi, elle est là pour répondre à tes questions. En général, quand tu as une école avec des alternants, il va y avoir un pôle spécial justement échange avec les entreprises, donc n'aie pas peur, ils sont là pour ça. Ils accompagnent les entreprises qui accueillent des étudiants depuis des années certes, mais ils accompagnent aussi tous les ans des entreprises qui débutent. Et dis-toi que pour eux, c'est important de répondre à toutes tes questions et que l'alternance se passe bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça joue sur l'image de l'école. La deuxième, c'est que si ça se passe bien et que tu souhaites renouveler, ils seront très contents que tu puisses reprendre quelqu'un l'année prochaine ou même peut-être embaucher la personne que tu as pris en alternance. Donc c'est bon pour leur image et, enfin je dis pas qu'ils font ça que pour l'image, on s'est compris. Je veux dire, ils ont tout intérêt à ce que ça se passe bien pour toi aussi. Ils ont aucun intérêt à ne pas répondre à tes questions, d'accord? Donc vraiment, n'aie pas peur. Et l'alternance, c'est pareil. Peut-être qu'il n'a pas les réponses aux questions que tu vas lui poser, mais c'est à lui après d'aller chercher les réponses, justement, soit auprès de l'école, soit auprès de, voilà, là où il doit chercher les réponses aux questions, s'il les a pas. Mais vraiment, n'aie pas peur de poser vraiment toutes les questions. Même des questions, alors je vais pas dire intimes, mais un peu intrusives, sur comment est-ce que tu vois la charge de travail, comment est-ce que tu aurais fait ci, etc. N'aie pas peur non plus de faire passer des tests, entre guillemets. C'est-à-dire, dès le recrutement, de vérifier si la personne correspond bien à comment est-ce que tu fonctionnes, etc. Parce que des fois, il va y avoir des personnes, et je ne dis pas ça par rapport à du vécu pur et dur, alors c'est pas le cas avec Tristan, mais j'ai vu ça d'autres fois, qui vont avoir beaucoup de bagou, qui vont savoir bien parler, etc., mais dans les faits qui vont pas vraiment correspondre à tes valeurs ou à comment est-ce que toi tu souhaites t'organiser. Faire des petits tests, c'est toujours intéressant. Ça peut être, voilà, tiens, une situation, comment est-ce que tu réagirais à cette situation-là? Ou si je te demande de faire ça, qu'est-ce que tu peux me répondre? Ça peut être aussi des petits exercices selon ton métier, de dire, voilà, tiens, là c'est un exemple de projet, qu'est-ce que tu pourrais me fournir par rapport à ça avec ce que je te donne comme information? Sachant qu'il ne faut jamais oublier qu'un alternant est en formation, ça ne remplace pas un salarié qui aurait toutes les compétences et qui serait déjà autonome sur toutes les étapes. Bien sûr qu'il y a des éléments sur lesquels il est censé être autonome, on est d'accord, mais c'est quelqu'un qui est quand même encore en formation. Donc n'attends pas de cette personne qu'elle ait déjà le niveau de quelqu'un de formé à 100%, d'accord? Et ça c'est hyper important. C'est pas, voilà, ça ne remplace pas. Et d'ailleurs, autre conseil sur ce point-là, surtout, enfin en tout cas moi j'estime, ne prends pas quelqu'un qui ferait un métier que tu ne sais pas faire. Parce que si la personne est là pour se former, tu dois la former, tu dois l'aider là-dedans. Et donc, si elle fait quelque chose que tu ne sais pas faire, tu vas pas pouvoir l'aider. Ça veut dire que tu lui délègues entièrement la gestion de cette partie-là. Et du coup, ça veut dire que tu estimes que cette personne est formée à 100% et va pouvoir prendre à 100% les responsabilités. Or, un alternant, il est pas là pour prendre les responsabilités.
responsabilité à 100%, d'accord? Parce que j'en vois trop des personnes qui, par exemple, ne maîtrisent rien dans un secteur particulier et recrutent un alternant pour combler en fait cette lacune-là, sauf que c'est une mauvaise idée. Alors par contre, tu n'es pas obligé d'être expert dans cette partie-là, mais il faut quand même que tu t'y connaisses. Par exemple, tu es entrepreneur depuis déjà quelques années, ça fait, je sais pas, 3 ans que tu gères ton compte Instagram tout seul, etc. Tu sais faire des visuels, tu sais rédiger des posts, tu sais poster, tu sais programmer, etc. Mais c'est pas ton expertise principale parce que par exemple, tu vends des bijoux faits maison, par exemple. Tu peux accueillir quelqu'un qui va faire de la communication, mais parce qu'aussi toi, tu vas avoir déjà une expérience là-dedans. Tu vas pas être à un niveau zéro de ça. Par exemple, quand je suis passée en société, j'aurais pu, imaginons, prendre quelqu'un en alternance qui soit comptable. Très mauvaise idée, je n'y connais absolument rien. Enfin, en tout cas, j'avais pas les connaissances en comptabilité nécessaires pour gérer une URL à la base. Donc, si j'avais fait ça, je me serais mis clairement dans une situation extrêmement délicate, soit pour moi, pour l'alternant, etc. Donc, mon autre conseil, c'est ne prends pas quelqu'un sur une compétence que tu ne maîtrises pas du tout, que tu maîtrises partiellement, potentiellement, mais il faut dire qu'il faut quand même que tu sois là pour l'aider. Donc, il faut quand même que tu aies des notions, voire des bonnes notions. N'hésite pas à te renseigner auprès d'autres entrepreneurs qui ont accueilli déjà des alternants ou qui se sont posé la question d'acquérir des alternants et qui ne l'ont peut-être pas fait. Comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait. Ceux qui l'ont fait, comprends comment ça s'est passé, pose-leur des questions. N'hésite pas à aller voir plusieurs personnes qui ont eu des expériences différentes pour avoir des retours d'expérience variés. C'est important d'avoir l'avis de plusieurs personnes. Il y en a pour qui ça va se passer extrêmement bien et c'est génial. Il y en a pour qui ça va être catastrophique et c'est triste, mais c'est important de comprendre des retours d'expérience aussi de ces personnes-là. On apprend des réussites comme on apprend des erreurs et ça, c'est hyper important. Un autre conseil du coup, toujours avant que la personne arrive, travaille en amont vraiment la fiche de poste. Ne fais pas comme moi. Si tu as écouté l'épisode précédent, tu sauras que je ne l'ai pas fait dès le début et ça a été une erreur. Donc dès le départ, travaille la fiche de poste, les missions, les attentes que tu as vis-à-vis de cette personne-là, évidemment en gardant en tête que ce n'est pas un salarié avec des compétences à 100%, mais quelqu'un qui est en formation. On est d'accord. Mais que tu puisses déjà identifier les missions que tu veux qu'elle fasse, ce que tu aimerais lui déléguer à 100%, à 50%, à 30%, c'est toi qui vois. Dans la liste des clients que tu as, sur lesquels tu veux qu'elle travaille, cette personne-là aussi. Enfin, voilà, vraiment identifier tout ça et aussi le fonctionnement que tu veux qu'elle adopte. Parce que du coup, si tu diffuses la fiche de poste en amont, il y aura des personnes qui correspondront plus et qui comprendront que elles doivent correspondre aux critères que toi tu as donnés, d'accord? Et surtout, ça te fait une base aussi lors de l'entretien pour discuter avec les personnes sur les critères que tu as énoncés. Autre conseil, prends en compte dans ton planning le temps d'insertion de la personne dans ton entreprise, et ça prend du temps. Le temps de formation, c'est-à-dire le moment où tu vas toi devoir lui expliquer les choses, mais aussi les moments où elle va être en école, le rythme peut aussi jouer dans ton choix. Et ça va avec un conseil complémentaire que j'ajouterais, c'est donc prendre en compte le planning, comment tu vas t'organiser par rapport à ça, savoir à quel moment vous allez faire des points, ce genre de choses-là. J'y reviendrai après sur quand la personne est là, mais de manière générale, avant d'embaucher quelqu'un, vérifie si les plannings sont compatibles, c'est-à-dire si la gestion de planning va être gérable. Autre conseil, potentiellement en tout cas, forme-toi ou renseigne-toi sur le management, c'est hyper important parce que tu vas devoir gérer quelqu'un pendant 1 an minimum, voire plus si tu le prends sur 2 ans. Donc il faut que tu puisses, être à l'aise au moins sur ces notions-là. Point très très important, et tu sauras si tu as écouté mon premier épisode que c'est quelque chose qui est essentiel, c'est de mettre en place un prévisionnel financier. Il faut que tu vois si ça passe. Et il faut pas que ça passe, il faut que ça passe, il faut que ce soit smooth, il faut que ce soit ok pour toi. Si tu sens que c'est tendu, je te déconseille, d'accord, d'accueillir quelqu'un. Parce que si tu n'es pas sûr à 100%, il se peut, comme moi ça m'est arrivé, que les contrats prévus ne soient pas signés et que du coup tu n'aies pas l'argent prévu qui rentre et que tu te retrouves dans une situation financière délicate qui peut t'amener toi à te mettre dans une mauvaise situation, ton entreprise et ton alternant. Parce que si au bout d'un moment tu n'as plus les moyens de le payer, c'est lui que tu vas aussi mettre dans la mouise, d'accord? Donc pense-y, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que toi, il y a 2 personnes. Au moins. Et aussi tous tes prestataires, etc. Donc, je veux pas te faire peur en disant ça, c'est juste que le prévisionnel financier va te permettre de savoir où tu vas, d'accord? D'ailleurs, conseil qui va avec, d'avoir 2 côtés, en termes de matelas financier, la totalité ou presque du coût que la personne va te coûter, justement, quand elle va arriver. Donc, calcule bien son salaire et vérifie, reviens à mon premier épisode si t'as besoin, mais vérifie bien à combien tu vas devoir payer cette personne-là en envisageant qu'il va y avoir des augmentations du SMIC dans l'année et potentiellement des primes de vacances, etc. Donc déjà, vérifie combien tu vas la payer. Vérifie si tu as d'autres coûts complémentaires, par exemple ses déplacements, son matériel, ses outils, ses abonnements au mail, aux outils, etc. Tout ce qui va être complémentaire avec. Pense ensuite à tout ce qui va être accueil administratif. Donc, tu vas avoir dedans la médecine du travail, la prévoyance, la mutuelle, la retraite, tout ce qui va avec ça. Prends tout ça en compte, fais-toi un tableau avec ça et vérifie si tu as de côté la totalité ou presque
en tout cas que ça passe, que ce soit quand même assez ok. Comme ça, tu sais que si tu accueilles la personne, son salaire est déjà de côté. C'est-à-dire que ça n'empiétera pas sur le reste de ce que tu es censé faire comme CA, etc. C'est déjà de côté, d'accord? Ça, c'est vraiment un conseil, je pense, qui est très important et qui est sous-estimé. Alors, s'il y a toujours des aides, l'année où tu prends quelqu'un, tu peux potentiellement te dire que tu as besoin de la totalité moins les aides, puisque les aides vont rentrer sur ton compte. Mais fais quand même attention, c'est ça que je veux dire. Ne te mets pas dans une situation où tu pourrais te mettre toi, ton entreprise et la personne dans une situation délicate. Ok. Ensuite, vérifie que ce qu'attend l'école et ce que tu vas faire à cette personne soit en adéquation. Ça peut paraître bête, mais c'est la base en fait. Ça va avec les compétences dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si l'école s'attend à ce que la personne fasse au moins un site dans l'année, il faut que tu lui donnes l'occasion de faire au moins un site dans l'année. Si l'école s'attend à ce qu'elle travaille sur du packaging, il faut que tu aies du packaging à lui faire, même si toi dans ta tête tu te dis je vais plutôt le mettre sur la partie réseaux sociaux par exemple, je prends des exemples liés à ce que j'ai vécu, mais je peux plutôt le mettre sur la partie réseaux sociaux, sauf que si c'est une école où il est censé faire plutôt du packaging, bah là du coup ça va poser un problème, parce que entre ce que tu vas lui apprendre et ce qu'il va faire, ça va lui servir certes, mais ça va pas servir à son diplôme, et par rapport à ce qu'il va voir en cours, ça va pas être en adéquation, donc ça va poser un problème. Donc ça, vérifie-le, tu peux en parler avec l'école, tu peux en parler avec l'alternant, enfin voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc ça c'était mes conseils avant que la personne arrive. On va passer maintenant à quand la personne est là dans ton entreprise. Donc ça veut dire que tu as déjà balayé tout ce qu'il y avait avant, tout est ok, tout est au vert et la personne est embauchée et elle arrive dans ton entreprise. Donc au niveau de ce que je vais te conseiller de faire quand la personne est déjà là, c'est déjà une première chose, c'est d'être toujours clair sur les attentes, les deadlines, les outils, la façon de fonctionner, l'organisation au sens large du terme et le management que tu souhaites mettre en place. Il faut que tout soit clair pour toi comme pour la personne, parce que s'il y en a un des deux qui est dans le flou, ça mettra les deux dans le flou dans tous les cas à un moment donné, d'accord? Donc, conseil qui va aller avec ça, n'aie pas peur de trop communiquer. C'est-à-dire, n'aie pas peur de demander des retours, n'aie pas peur de demander si ça va, n'aie pas peur de dire est-ce que tu as bien fini ça, est-ce que tu es ok sur ça, etc. N'aie pas peur de trop communiquer. Il y a beaucoup de personnes, et c'est vrai que quand on est freelance encore plus, ou quand on est à son compte, on va avoir ce moment où on se dit le prestataire sait ce qu'il a à faire, il viendra vers moi quand voilà, les échanges sont déjà établis. Mais avec quelqu'un qui est en alternance, c'est différent. Cette personne-là, elle n'a pas forcément ton fonctionnement, elle n'a pas forcément tes habitudes, elle est peut-être timide ou introvertie, ou peut-être qu'elle ne sait pas à quel moment elle peut revenir vers toi, elle a peur de te déranger. Enfin voilà, donc à ce moment-là, il faut que toi, tu sois dans l'engagement avec cette personne-là et que tu communiques envers elle, et plus tu vas le faire, plus elle va aussi le faire dans l'autre sens. Donc n'aie pas peur d'aller la chercher pour qu'elle vienne après te dire les choses aussi. Mettre en place des outils de suivi. C'est hyper important. Pour toi, pareil, comme pour la personne. Afin que chacun sache où il en est et où il doit en être à tel moment. D'accord ? C'est pas du flicage, faut bien l'avoir en tête, c'est vraiment de l'organisation. T'es pas là pour dire quoi, t'as pas fini ça à tel moment. Alors, peut-être que ça arrivera, et ça arrivera. Mais t'es pas là pour fliquer, c'est-à-dire combien de minutes t'as passé sur tel truc, etc. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les outils de suivi, comme quand toi tu fais un suivi avec ton client sur le projet que tu es en train de travailler avec lui, ou quand tu prépares tes produits et que tu vas l'envoyer, qu'il y a un suivi de colis, etc. Ben c'est pareil, il faut que toi tu saches où ton alternant en est, lui, où est-ce qu'il doit en être, ce que tu attends de lui. Il y a plein de manières différentes de le faire. À toi de voir celui qui te correspond mieux et qui matche avec ton alternant et avec les outils que tu utilisent déjà, voire même, comme je disais, d'aider à l'organisation du planning. Ils sont pas forcément autonomes sur tout ce qu'il y a dans les plannings, enfin sur gérer leur planning, pardon. Et ça, c'est comme ça, hein, c'est pas forcément quelque chose d'inné, et en plus, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend forcément à l'école. Donc, que tu sois aussi une aide par rapport à ça. Ensuite, planifie des moments d'échange pour faire le point sur votre collaboration, mais pas sur les projets. Les points projets, il faut que tu les planifies, on est d'accord, mais des moments qui vont être juste dédiés à est-ce que ça va? Comment tu te sens? Comment est-ce que tu te sens par rapport à telle chose? Comment est-ce que tu as pris telle remarque que je t'ai fait? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que les missions qu'on fait te correspondent? Est-ce que tu te sens à l'aise avec ce que tu produis? Est-ce que tu es fier du travail que tu fais? Est-ce que l'organisation qu'on a mis en place te convient? Etc., etc. Des moments de pur échange sur est-ce que la personne se sent bien ou pas? Est-ce que tu peux l'aider sur certains points à se sentir mieux si c'est pas parfait? Et surtout à vérifier que votre collaboration fonctionne et que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Et justement par rapport à ça, ose dire les choses quand ça va et quand ça va pas. Et ça c'est hyper important. Il faut dire quand ça va pas. Ça en général pas facile à faire, mais on sait le faire parce que si on file quelque chose à faire pour un client que c'est pas bien fait, ou en tout cas pas comme toi tu espérais que ce soit fait, et que derrière tu dois le livrer au client, c'est normal que tu fasses un retour en disant ça me convient pas.
Mais il faut aussi dire quand ça va. C'est très important de dire ça, tu l'as très bien fait. Je veux que la prochaine fois, tu te bases sur ce que tu as fait cette fois-ci parce que c'était très bien. Et il faut encourager dans tous les sens. C'est-à-dire que la personne est en formation, donc il faut être indulgent. Mais aussi, il faut savoir dire, par exemple, cette faute-là, ça fait 3 fois que je te le dis, la prochaine fois, ce sera pas possible, je ne laisserai pas passer. Et c'est pareil comme si c'était en cours, hein, s'ils font 3 fois la même faute sur le même exercice, le prof, au bout d'un moment, va lui dire, il faut que tu apprennes de tes erreurs, et la prochaine fois, tu seras sanctionné. Bah, c'est pareil, je te parle pas forcément de sanctions, mais ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un fait une erreur une fois, il faut que tu lui dises qu'il l'a fait parce qu'il faut qu'il le sache. Une deuxième fois, attention. 3 fois, là, faut dire, je suis désolée, mais là, je suis pas content. Ça ne me convient pas, tu ne peux pas travailler comme ça. Et c'est normal. Donc, n'aie pas peur de dire les choses quand ça va. Donc, félicite, explique ce qui a bien été fait aussi. Expliquer pourquoi c'est bien, etc. Et n'aie pas peur de dire quand ça ne va pas, de manière pédagogue toujours, en pensant que la personne est en formation, et surtout en étant très clair sur justement jusqu'à quelle limite c'est ok pour toi. Un exemple tout simple, ça peut être sur les fautes d'orthographe. Tu peux dire moi je n'accepte pas les fautes d'orthographe. Donc déjà, 1, faut le dire dès le départ. 2, il faut vérifier avec les personnes si elles se sentent à l'aise avec ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire beaucoup de fautes ou pas? Si c'est quelqu'un qui a pas trop l'habitude de faire des fautes, normalement ça devrait aller. Ça veut pas dire qu'elle en fera jamais, mais elle se sentira plus à l'aise. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire beaucoup de fautes, il va falloir l'aider, lui dire ok, au début, je vais être indulgent, mais au bout d'un moment, il va falloir que tu fasses des efforts. Troisièmement, c'est trouver qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça se passe bien. Par exemple, tu peux lui proposer de mettre en place sur son navigateur, sur son ordi ou autre, un outil de correction qui va l'aider, 1, à corriger et 2, à comprendre les erreurs que ta personne fait. Je dis beaucoup de chiffres dans cet épisode, je fais beaucoup de listes, mais j'espère que c'est toujours très clair pour toi. Donc comme je disais là-dessus, c'est être indulgent, mais ne pas être laxiste. Pour moi, c'est là où ça va être vraiment important et où tu vas trouver ton équilibre, ok? C'est pas facile, mais ça va venir. Et aussi, donc, et ça c'est pas évident à faire, et cette partie-là je la trouve très délicate à dire, mais il faut la dire, il faut que tu oses arrêter le contrat si ça ne te convient plus. Alors évidemment, il faut que ce soit une raison valable, on est d'accord. Mais je veux dire, si la collaboration se passe très mal de ton côté, il y a de fortes chances qu'elle se passe très mal de l'autre côté. Si financièrement tu ne peux plus assumer, c'est possible, c'est triste, ça veut dire que tu t'es mal organisé dès le départ, c'est vrai, ou alors que tu as eu un imprévu qui est arrivé, mais si c'est le cas, il faut aussi le dire. Ce que je veux dire par là, c'est que techniquement, si j'avais été une gestionnaire pure et dure, j'aurais dû arrêter le contrat de Tristan plus tôt. Je n'ai pas voulu, je me suis obstinée, je me suis dit que de toute façon on y arriverait et on y est arrivé. Ça m'a mis dans une situation délicate, tu le sais certainement si t'as écouté notamment le premier épisode, mais ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai assumé, cette situation délicate. Je l'assume toujours. Mais j'aurais peut-être dû arrêter plus tôt. Pas parce que Tristan ne correspond pas ou... C'est pas la question, juste parce que d'un point de vue, on va dire, froid et calculé, financier, l'entreprise ne pouvait plus supporter cette dépense-là. C'est comme arrêter une collaboration avec un freelance, un prestataire, un partenaire, c'est jamais fun, ça fait toujours... ça te met toujours dans une situation que t'aimes pas, mais des fois il faut, soit pour mieux repartir plus tard, soit pour diminuer et reprendre, etc. Si tu dois arrêter le contrat, arrête le contrat. Parle-en avec l'école en amont, parce qu'il faut que tu comprennes aussi déjà dans quelles conditions tu peux arrêter le contrat ou pas, parce qu'il y a certaines conditions dans lesquelles tu peux le faire. Parle-en avec l'alternant, il est possible que si tu vives mal les choses, comme je te disais, lui aussi vive mal les choses. Donc parle-en avec lui, vois aussi s'il a des solutions de repli, si par exemple c'est vraiment purement financier, que ça se passe bien, sinon sur tout le reste, tu peux te dire peut-être que, est-ce que c'est possible de passer sur un temps partiel? Oui, non. Je dis pas que c'est possible, je dis que faut poser la question. Comme je disais, on revient au premier point, pose toutes les questions que tu veux. Est-ce que si tu arrêtes le contrat, tu peux peut-être l'aider à en trouver un autre ailleurs? Ou est-ce que tu sais s'il a des pistes ailleurs, etc. pour aussi ne pas le mettre dans l'embarras par rapport à sa formation? Est-ce qu'il y a un minimum de mois à faire pour que la personne puisse valider son diplôme? Et est-ce que t'es dans ce minimum-là et que du coup, tant pis, après, ça s'arrête, etc. Il faut que tu poses toutes ces questions-là, il faut que tu saches. Donc si tu dois terminer le contrat plus tôt, fais-le dans des bonnes conditions pour tout le monde, mais n'aie pas peur de le faire. C'est jamais fun, c'est des décisions qui font mal, c'est des décisions qui vont peut-être te mettre très mal psychologiquement, c'est des décisions qui peuvent te faire pleurer, qui peuvent te faire croire que t'as mal géré les choses, etc. C'est horrible, là le mood est horrible. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des décisions difficiles, t'as compris je pense, mais c'est des décisions importantes. Et je sais que moi le fait de terminer le contrat en amont, donc on l'a terminé au fin juin au lieu de 8 septembre, donc 2 mois et 10 jours en gros avant la fin. Ça a été très dur pour moi d'en parler avec Tristan, ça a pas été facile, je me suis sentie très mal, etc. Mais à partir du moment où on a été hyper honnête l'un envers l'autre, où on a ouvert la discussion et où, ça a été plus facile
pour moi d'en parler et il l'a mieux accueilli aussi que ce que j'espérais et ça, j'en suis très contente. Et on en a parlé justement et à un moment, on avait parlé d'autres choses avant et du fait qu'il allait se lancer à son compte, etc. Et comme il a dit, le fait qu'on ait été très ouvert là-dessus, ça lui a aussi permis de comprendre que c'était pas contre lui du tout et que c'était un problème financier pur et dur. Donc c'est intéressant d'ouvrir la discussion là-dessus. Et si le problème c'est la personne, il faut aussi lui dire. C'est pas fun non plus, on est d'accord, et c'est encore moins fun que les situations d'avant, mais il faut lui dire parce qu'il faut que cette personne sache que son comportement, par exemple, pose problème parce qu'elle aura des problèmes avec d'autres entreprises. Ou alors qu'il va falloir qu'elle se ressaisisse si elle veut pas que justement votre collaboration se termine. C'était un point pas fun, on est d'accord, mais je pense qu'il faut l'avoir parce que moi j'ai eu besoin de l'entendre et j'ai eu besoin qu'on me le dise plusieurs fois avant de l'accepter. Donc si ça peut t'aider, si tu dois terminer un contrat, que ce soit avec un prestataire, un partenaire, un salarié ou avec un alternant, eh bien termine ce contrat dans les bonnes conditions pour tout le monde, mais termine-le s'il le faut. Pour terminer tout ça, j'ai un dernier conseil, on va dire un peu plus généraliste. Je pense, selon mon expérience, que accueillir un alternant ou une alternante, quand on est seul à son compte, c'est pas forcément la meilleure expérience rapport au salariat. Je m'explique, Pas de hurlement, pas de « je ne suis pas d'accord », je m'explique, laissez-moi parler avant et après vous pourrez me dire en commentaire pourquoi vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à mon expérience, j'estime que si tu veux faire entrer quelqu'un dans ton entreprise qui va être là quasiment 100% du temps, en tout cas qui sera salarié 100% du temps, même si là un alternant va aller de temps en temps à l'école, etc. Pour moi, il faut que tu aies déjà eu une expérience de délégation avant. Que ce soit sur du court terme, que ce soit avec un partenaire sur du long terme, que ce soit du temps plein, du temps partiel, quelques heures par-ci par-là, des missions ponctuelles, il faut que tu aies déjà cette expérience-là parce que tu vas faire rentrer quelqu'un dans ta boîte et dans ton cerveau. Et ça, c'est pas facile. Donc la délégation, c'est tout un art. J'en parlerai peut-être dans un autre épisode si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, j'y pense, mais si tu aimes bien cette vidéo, si ces conseils te servent, n'hésite pas à t'abonner, ça fera toujours très plaisir. Et puis surtout, n'hésite pas à venir en commentaire. J'adore pouvoir échanger avec vous en commentaire, en tout cas pour celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Et merci beaucoup d'avance pour tout ça. Ce que je voulais dire en revenant à mon sujet, c'est que je pense qu'il faut que tu aies déjà des expériences en délégation. Et après, tu peux amener quelqu'un dans ton entreprise sur du long terme. Parce que mine de rien, c'est minimum 1 an une alternance. Donc faut pas te dire c'est quelqu'un que je vais avoir 2-3 mois. Par exemple, je te conseille peut-être d'avoir déjà accueilli ou d'accueillir en amont des stagiaires, que ce soit sur des stages de 2 mois ou des stages un petit peu plus longs, qui te permettent de tester un petit peu aussi justement, est-ce que ça match, est-ce que tu arrives à déléguer, est-ce que tu sais comment t'organiser, est-ce que tu arrives à manager, etc. Moi, je conseille d'abord de tester sur des périodes plus courtes pour après accueillir quelqu'un sur de long terme. Avant d'accueillir Tristan, j'avais déjà des collaborations avec d'autres partenaires, d'autres freelances, et surtout, j'avais eu 3 stagiaires que j'avais accueillis chacun sur 2 mois de mémoire à peu près. Donc ça m'a permis aussi de voir comment m'organiser. Et comme tu as pu le voir dans l'épisode d'avant, c'est pas pour autant que j'étais sur une organisation parfaite. Et d'ailleurs, pour beaucoup, c'est pas le cas de tous, mais en tout cas l'école dans laquelle je donne cours et l'école où est Tristan, c'était le cas, donc ça peut peut-être te servir. Beaucoup d'écoles, avant de proposer l'alternance, en tout cas pour ceux qui par exemple font une alternance qui commence en 2e ou 3e année, vont proposer des stages en 1re ou 2e année. Donc du coup, tu peux peut-être te dire avec cette personne-là, si tu veux, tu viens en stage pendant ta 1re et ou 2e année, et en 3e année, on continue en alternance. Comme ça, 1, c'est quelqu'un que tu connais déjà bien, parce que vous êtes déjà vu plusieurs fois, 2, tu testes le partenariat, et 3, tu vas pouvoir avoir le temps de vérifier l'organisation, d'itérer, etc. pour être sûr que quand la personne va venir en alternance sur du long terme, 1 an, voire 2, voire 3, si tu prends par exemple 3e année alternance plus les 2 ans de master, au moins tu seras mieux organisé, tu auras testé, tu auras pu vérifier, etc. Tester une première collaboration sur du long terme directement, c'est compliqué. Je pense que c'est pas la meilleure des idées. Donc, si tu te prépares bien, ça peut très bien le faire, moi je pense, mais j'estime que si tu veux être sûr que ça marche et que tu veux prendre le temps, teste d'abord sur des petites durées. Je trouve ça plus pertinent. Comme je disais, un stagiaire par exemple, ou même avec des collaborateurs, te dire tiens, est-ce que notre organisation te convient? Est-ce que tu estimes que si tu devais être à 100% dans ma boîte, est-ce qu'il manque des choses, etc. Donc pense à tout ça avant d'accueillir quelqu'un. Je pense que c'est important de se dire que c'est pas qu'il faut pas accueillir d'alternants quand t'es à ton compte. J'ai jamais dit ça, et je l'ai fait, et j'en connais plein qui l'ont fait, et ça se passe très bien pour certains, ça se passe moins bien pour d'autres, ça après, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le fait d'être à ton compte qui fait qu'il faut accueillir ou pas un alternant, c'est juste que si c'est ta première expérience de collaboration long terme, ça peut être beaucoup plus complexe à mettre en place et tu peux être beaucoup plus déçu de comment ça va se passer et de toi-même de te dire je me suis pas bien organisée, j'étais pas au courant de ça ou ça avant de pouvoir le faire de la bonne manière. Voilà un peu sur tous les conseils
que je pouvais te donner par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à tout ça. Donc pour récapituler, les conseils avant que la personne arrive, les conseils quand elle va être là, et puis un conseil un peu plus généraliste justement sur, moi j'estime qu'il faut que tu aies déjà testé des collaborations avant. J'espère que cette vidéo t'aura bien aidé, et surtout, comme je te disais tout à l'heure, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et à me dire voilà ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord avec des points que j'ai pu énumérer? Est-ce que tu as d'autres points auxquels toi tu penses et que je n'ai peut-être pas dit? N'hésite vraiment pas, ça me fera très plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo bonus où là je vais avoir le plaisir d'accueillir Tristan qui va venir témoigner de son expérience justement en alternance avec moi pendant 1 an. Si tu veux ne pas louper ça, abonne-toi.